Je me suis blessé. Mes parents m'ont dit, nous n'avons pas les moyens de t'aider avec les factures, puis ils ont acheté une maison à ma sœur. J'ai subvenu à mes propres besoins sans eux, mais maintenant, ils veulent mon aide. Désormais, ce sont eux qui n'ont pas les moyens de s'offrir mon pardon. L'accident est arrivé un mardi matin, en octobre. À un instant, je traversais la rue pour aller au travail. L'instant d'après, j'étais allongé sur le trottoir, la jambe fracassée, tandis qu'un chauffard prenait la fuite. Ce délit de fuite m'a laissé avec 3 fractures, une hanche déboîtée, et des factures médicales qui allaient bientôt dépasser les 6 chiffres. J'avais 26 ans, et je travaillais comme comptable junior dans une entreprise de taille moyenne à Philadelphie. Mon salaire était correct mais modeste, et mon compte épargne contenait peut-être 4 000 €. La seule visite aux urgences coûtait déjà plus que mon salaire mensuel. Alors que j'étais sur mon lit d'hôpital, entrant et sortant de la conscience à cause des antidouleurs, ma première pensée fut que mes parents m'aideraient à traverser ce cauchemar. Comme je me trompais. Ma mère est arrivée à l'hôpital moins de 2 heures après mon appel. Elle a pleuré en me voyant, m'a tenu la main, et m'a dit que tout irait bien. Mon père est venu après le travail, le visage plissé par l'inquiétude. Ils sont restés jusqu'à la fin des heures de visite, promettant de revenir le lendemain. Durant ces 72 premières heures, ils ont semblé sincèrement préoccupés. Ils posaient des questions aux médecins. Ils m'ont apporté des vêtements propres. Ils se sont assis près de mon lit pendant que j'essayais de réaliser ce qui était arrivé à ma vie. Le chirurgien m'a expliqué que j'aurais besoin de 2 opérations, d'une kinésithérapie intensive, et d'au moins 4 mois d'arrêt de travail. Mon assurance couvrirait une partie des frais, mais la franchise était de 12 000 €. Et il y aurait d'innombrables autres dépenses, des aides à la mobilité, des aménagements à domicile, des médicaments sur ordonnance, et des séances de thérapie que l'assurance jugeait non nécessaires, mais dont mon corps avait désespérément besoin. 3 jours après l'accident, j'ai eu la conversation qui allait tout changer. Mon père était assis sur la chaise à côté de mon lit d'hôpital, tandis que ma mère se tenait près de la fenêtre. J'avais passé la matinée à faire des calculs dans ma tête, essayant de comprendre comment je pourrais bien gérer ce désastre financier. Ma voix tremblait lorsque je leur ai demandé de l'aide. Nous n'avons tout simplement pas l'argent, a dit mon père, en évitant mon regard. Tu sais, nous ne sommes pas riches. Nous avons nos propres dépenses, la maison, la retraite à laquelle penser. Ma mère hochait la tête en accord, tout en se tordant les mains. Chérie, nous aimerions pouvoir t'aider, mais nos finances sont déjà très serrées. Tu vas devoir te débrouiller seule. Peut-être faire un prêt. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, et cela n'avait rien à voir avec mes blessures physiques. C'étaient les gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient dit que la famille passait toujours en premier, qui m'avaient prêché la loyauté et l'amour. Et pourtant, ils étaient là, me disant que j'étais seul face à la pire crise de ma vie. Et l'argent que grand-mère Ruth vous a laissé, ai-je demandé doucement. Ma grand-mère était décédée 2 ans plus tôt, laissant à mes parents un héritage substantiel. Ils avaient pris soin de ne pas discuter du montant exact, mais je savais qu'il était conséquent. La mâchoire de mon père s'est crispée. Cet argent est pour notre sécurité future. On ne peut pas le jeter par les fenêtres pour des factures médicales. Le jeter par les fenêtres. Comme si aider leur fille équivalait à brûler de l'argent. Je suis sorti de l'hôpital 5 jours plus tard, avec un déambulateur, une bouteille d'antidouleur, et des instructions pour des rendez-vous de suivi que je n'avais aucune idée de comment payer. Mes parents m'ont ramené à mon appartement, m'ont aidé à m'installer, et sont partis en moins de 20 minutes. Ma mère m'a embrassé sur le front et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, mais nous savions toutes les deux ce qu'elle voulait vraiment dire, appelle si tu as besoin de soutien moral, pas d'argent. Les 3 mois suivants ont été les plus durs de ma vie. Je ne pouvais pas travailler, pas conduire, et je pouvais à peine aller de ma chambre à la salle de bain sans m'épuiser. J'ai demandé une allocation d'invalidité de courte durée, qui me donnait une fraction de mon revenu normal. J'ai mis en place des plans de paiement avec l'hôpital et le centre de chirurgie, acceptant des conditions qui me laisseraient endetté pour des années. Je mangeais du riz et des soupes en conserve, car les courses demandaient de l'argent que je n'avais pas. Mes amis m'aidaient quand ils le pouvaient. Ma collègue Jessica m'apportait des repas 2 fois par semaine. Ma voisine, Madame Hoffman, venait prendre de mes nouvelles tous les jours. Mais mes parents? Ils appelaient une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, des conversations brèves où ils demandaient comment j'allais, puis changeaient rapidement de sujet quand j'essayais de parler de ma situation financière. La kinésithérapie était brutale,
tant pour mon corps que pour mon compte en banque. Chaque séance coûtait 90 € après l'assurance, et j'en avais besoin de 3 par semaine. J'ai fait le calcul et j'ai réalisé que je ne pouvais pas me permettre de guérir correctement. J'ai commencé à sauter des séances, essayant de faire les exercices à la maison avec des fiches et des vidéos YouTube. Ma kiné, une femme aimable nommée Diane, a remarqué mes absences et m'en a parlé. Vous sabotez votre propre guérison, m'a-t-elle dit sans détour lors d'un rendez-vous. Si vous ne faites pas ça correctement, vous aurez des séquelles permanentes. Je n'ai pas les moyens de le faire correctement, ai-je répondu, détestant la façon dont ma voix s'est brisée. Après cela, elle a réduit son tarif pour moi, le diminuant presque de moitié, et l'a fait discrètement pour que son superviseur ne le sache pas. Cet acte de gentillesse, venant d'une quasi-inconnue, a signifié plus pour moi que tout ce que ma propre famille avait fait. 4 mois après l'accident, j'étais de retour au travail, avec des fonctions adaptées. Je pouvais marcher avec une canne maintenant, même si mes hanches me faisaient encore constamment mal et que les escaliers restaient un défi de taille. Je me suis jeté dans mon travail avec une intensité féroce, me portant volontaire pour chaque projet supplémentaire et travaillant tard dès que possible. Mon superviseur a remarqué mon dévouement et a commencé à me confier des dossiers plus complexes. Un samedi de février, 6 mois après l'accident, j'ai pris un café avec ma mère. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez elle, et j'ai tout de suite remarqué qu'elle semblait distraite, presque euphorique. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone et de sourire à l'écran. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en remuant le sucre dans mon café. Ses yeux se sont illuminés. « Oh, chérie, nous avons une nouvelle tellement excitante. Ta sœur va avoir une maison. » J'ai reposé ma cuillère avec précaution. Ma sœur, Nathalie, avait 23 ans, venait de sortir de l'université et travaillait comme assistante marketing. C'est super. Elle a dû économiser pas mal. Ma mère a ri. Oh, non. C'est nous qui la lui achetons. Ton père et moi avons trouvé la maison la plus adorable à Cherry Hill. 3 chambres, un beau jardin, une cuisine rénovée. Nathalie en est tombée amoureuse immédiatement. Le monde a semblé basculer. Vous lui achetez une maison? Eh bien, elle se marie l'année prochaine, et nous voulons l'aider à bien démarrer dans la vie. Trevor est un jeune homme si gentil, et il mérite une base solide. Elle a tendu la main sur la table pour tapoter la mienne. Oh, ne fais pas cette tête. Tu trouveras quelqu'un toi aussi, un jour. Ma main tremblait si fort que j'ai dû reposer ma tasse de café. Combien coûte cette maison? 275 000 €. C'est une affaire, honnêtement, vu le marché. Nous avons tellement de chance de l'avoir trouvée. 275 000 €. Il dépensait près de 300 000 € pour ma sœur, alors que j'étais encore noyé sous les dettes d'un accident qui avait failli me tuer. J'avais besoin d'aide, ai-je dit doucement. Il y a 6 mois, j'étais brisé, effrayé, et j'avais besoin d'aide. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'argent. Le sourire de ma mère s'est effacé. C'est différent. Les factures médicales, c'est comme jeter de l'argent dans un trou sans fond. Une maison, c'est un investissement. C'est construire un patrimoine, créer de la stabilité. Je vois. Je me suis levé, m'appuyant lourdement sur ma canne. Merci pour le café, maman. Chérie, ne sois pas comme ça. Tu fais du cinéma. Je suis sorti sans répondre. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS groupé de Nathalie avec des photos de sa nouvelle maison. Mes parents avaient déjà finalisé l'achat, lui faisant la surprise en lui donnant les clés. Le message était rempli de points d'exclamation et d'émojis en forme de cœur, remerciant papa et maman d'être les parents les plus généreux et incroyables du monde. J'ai supprimé le message sans répondre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Ma hanche me lançait comme d'habitude, un rappel constant de ce que j'avais enduré, mais mon esprit était vif et concentré. J'ai préparé du café dans ma petite cuisine, debout au comptoir parce que s'asseoir et se relever me faisait encore mal, et j'ai pris une décision qui allait façonner le reste de ma vie. J'en avais fini d'attendre que mes parents deviennent les personnes dont j'avais besoin qu'ils soient. Cette semaine-là, j'ai ouvert un nouveau compte en banque dans un autre établissement. Je voulais que mes finances soient complètement séparées de tout ce qui était lié à mon ancienne vie. J'ai créé un tableur pour suivre chaque euro que je devais, chaque plan de paiement, chaque facture impayée. Le total était stupéfiant, 78 000 €, même après l'assurance.
mais le voir étalé noir sur blanc le rendait en quelque sorte gérable, comme un ennemi que je pouvais affronter de front plutôt qu'un monstre sans forme tapi dans l'ombre. J'ai cherché des activités complémentaires et j'ai trouvé une entreprise qui avait besoin d'aide en comptabilité à distance pour des petites entreprises. Le travail était fastidieux et la paie n'était pas spectaculaire, mais je pouvais le faire depuis mon canapé le soir. J'ai pris 3 clients, travaillant initialement de 20h à minuit, après avoir déjà fait une journée complète à mon travail principal. Mon corps protestait. Mes hanches me criaient de rester assis si longtemps. De nouvelles douleurs sont apparues dans mon dos. Je vivais d'ibuprofène et d'obstination. Jessica a remarqué les cernes sous mes yeux lors d'une pause déjeuner un après-midi. Nous étions dans la salle de pause, et elle m'a observé, le visage empreint d'inquiétude. « Tu es en train de t'épuiser », a-t-elle dit sans détour. « Ça se voit. Quoi que tu fasses, ce n'est pas tenable. » « Je rembourse des dettes médicales », ai-je répondu, en remuant mon yaourt sans grand appétit. « C'est temporaire. Une fois que ce sera réglé, je pourrai ralentir. »« On parle de combien, comme dette ?» Je lui ai dit. Son expression est passée de l'inquiétude à l'alarme. « As-tu demandé de l'aide à tes parents ? Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais ils préféreraient sûrement t'aider plutôt que de te voir ruiner ta santé. » J'ai ri, et le son était amer. Ils ont clairement exprimé leur position. Je suis seul. Jessica a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Selena, tu n'es pas seule. Quelques-uns d'entre nous au travail voulons aider. Nous prévoyons une collecte de fonds. Non. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais voulu. J'apprécie. Vraiment. Mais j'ai besoin de le faire moi-même. J'ai besoin de prouver que j'en suis capable. Elle a eu l'air de vouloir argumenter, mais a finalement hoché la tête. D'accord. Mais si tu changes d'avis, l'offre tient toujours. Je n'ai pas changé d'avis. La fierté est peut-être un péché, mais c'était aussi le carburant qui me faisait avancer. Ma sœur m'a appelé 2 semaines après l'annonce de la maison. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Salut. La voix de Nathalie était vive et joyeuse. Je voulais te remercier personnellement pour le SMS de félicitations que tu n'as absolument pas envoyé. Elle a ri de sa propre blague. Je sais qu'on ne s'est pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais je veux vraiment que tu vois la maison. Peut-être que tu pourrais passer le week-end prochain ? Je travaille, ai-je dit automatiquement. Un week-end ? Allez, prends un jour de congé. Maman et papa seront là aussi. On fait un truc en famille, barbecue, visite des lieux. Ça va être sympa. L'idée de voir mes parents rayonner de fierté pour la nouvelle maison de Nathalie, alors que je pouvais à peine payer mon loyer, me retournait l'estomac. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas ? Tu es en colère pour quelque chose ? L'innocence dans sa question a failli me briser. Elle n'en avait sincèrement aucune idée. Pour elle, nos parents lui avaient simplement fait un cadeau généreux. Elle ne savait rien de mes factures d'hôpital ou de leur refus de m'aider. Pourquoi le saurait-elle ? J'avais eu trop honte pour lui en parler. Je ne suis pas en colère, ai-je menti. Je suis juste occupé. Nouvelle responsabilité au travail, boulot à côté, kiné. Mon emploi du temps est plein. Tu es toujours occupé ces derniers temps. J'ai l'impression de ne plus jamais te voir. C'est ce qui arrive quand on essaie de survivre, ai-je dit, et j'ai immédiatement regretté le ton sec de ma voix. Un silence. Est-ce que tout va bien ? Jean, vraiment bien ? Tout va bien. Je dois y aller. Félicitations pour la maison. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse insister. Ce soir-là, assise dans mon appartement, je me suis laissé pleurer pour la première fois depuis l'accident. Pas à cause de la douleur physique, bien qu'elle soit toujours présente, mais à cause de l'épuisement pur et simple de prétendre que tout allait bien. J'ai pleuré pour la relation que je pensais avoir avec mes parents. J'ai pleuré pour la sœur qui ne savait pas à quel point le favoritisme de nos parents m'avait coûté. J'ai pleuré pour la version de moi-même qui avait cru que la famille signifiait quelque chose. Puis j'ai séché mes larmes, mangé une soupe en conserve pour dîner, et je me suis connecté pour mon travail de comptabilité du soir. Quelque chose s'est endurci en moi après ce jour. J'ai réalisé que mes parents avaient fait un choix sur la fille qu'ils estimaient le plus, et j'avais perdu cette compétition. Mais j'ai aussi réalisé autre chose, je n'avais pas besoin d'eux.
J'avais survécu à la pire période de ma vie avec presque aucun soutien de leur part, ce qui signifiait que je pouvais survivre à n'importe quoi. Je me suis lancé dans la construction d'une vie dont ils ne faisaient pas partie. J'ai travaillé plus d'heures, suivi des cours du soir pour obtenir des certifications supplémentaires, et j'ai poursuivi agressivement chaque opportunité d'avancement. Quand mon entreprise a proposé un poste dans leur bureau de New York, 18 mois après mon accident, je l'ai accepté sans hésiter. Le poste était assorti d'une augmentation de salaire de 30% et d'une prime à la signature qui m'a finalement permis de régler la plupart de mes dettes médicales restantes. J'ai déménagé à Manhattan en août, informant mes parents par SMS 3 jours avant de partir. Ma mère a appelé immédiatement, contrariée que je n'ai pas discuté d'une décision aussi importante avec eux. J'ai souligné que j'avais 28 ans et que je n'avais pas besoin de leur permission pour mes choix de carrière. Elle a dit que j'étais froide. Je n'ai pas contesté. Le déménagement lui-même a été chaotique mais libérateur. J'ai engagé des déménageurs pour mes meubles et j'ai passé 2 jours à emballer tout ce que je possédais. Debout dans mon appartement vide de Philadelphie pour la dernière fois, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Cette ville ne contenait que des souvenirs douloureux et des difficultés financières. New York représentait la possibilité. Mon nouvel appartement à Manhattan était un petit studio à Murray Hill, à peine 40 mètres carrés, mais le loyer était gérable avec mon nouveau salaire. Je pouvais aller au travail à pied les bons jours, même si je dépendais encore de ma canne quand ma hanche me faisait des siennes. L'énergie de la ville me revigorait. Personne ne me dévisageait à cause de ma claudication ici. Personne ne connaissait mon histoire. J'étais juste une autre transplantée essayant de réussir. Ma première semaine dans la nouvelle entreprise a été intense. Ils m'ont immédiatement confié des dossiers complexes, testant mes capacités. J'ai travaillé 12 heures par jour pour apprendre leur système, prouvant que je méritais le poste. Ma superviseure, une femme brillante nommée Patricia, m'a observé attentivement pendant ces premières semaines. Vous travaillez comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver, a-t-elle commenté un soir, alors que nous étions toutes les deux encore au bureau à 20 heures. N'est-ce pas le cas de tout le monde, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon tableur. La plupart des gens travaillent pour un salaire. Vous travaillez comme si vous fuyiez quelque chose. Elle a fermé son ordinateur portable et m'a étudié. Assurez-vous simplement que vous courez aussi vers quelque chose. Ces paroles m'ont marqué. Je me suis installé dans une routine, réveil à 6 heures, salle de sport pour les exercices de kiné que j'avais enfin appris à faire régulièrement, travail jusqu'à 7 ou 8 heures, puis retour à la maison pour un dîner au micro-ondes et Netflix. Les week-ends, j'explorais la ville, découvrant des quartiers, des musées et des cafés. Je me sentais seul parfois, mais c'était une solitude saine, non compliquée par le ressentiment et la déception. 3 mois après mon arrivée à New York, mon père a appelé. Nous ne nous étions pas parlé depuis mon déménagement, juste échangé quelques SMS laconiques. Ta mère veut que tu viennes à la maison pour Thanksgiving, a-t-il dit sans préambule. Je travaille, ai-je menti. J'avais en fait demandé ce jour de congé. Non, tu ne travailles pas. J'ai appelé ton ancienne boîte avant de me souvenir que tu avais changé de travail. Écoute, je sais que tu es en colère à propos de toute cette histoire de maison, mais Nathalie veut vraiment organiser Thanksgiving cette année. Elle est excitée de montrer la maison à tout le monde. Bien sûr qu'elle l'était. Je vais y réfléchir. Ça veut dire non, a-t-il soupiré lourdement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger ça? Ta mère est hors d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi tu nous exclus. Alors elle ne fait pas attention, ai-je dit. J'ai gardé ma voix neutre, professionnelle, le même ton que j'utilisais avec les clients difficiles. J'ai eu besoin d'aide pendant la période la plus difficile de ma vie. Vous avez tous les deux clairement montré que je n'étais pas une priorité. Maintenant, j'ajuste simplement mes attentes en conséquence. Nous n'avons jamais dit que tu n'étais pas une priorité. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Vous avez acheté une maison à Nathalie alors que je me noyais encore dans les dettes médicales. Les actes parlent plus que les mots, papa. C'est toi qui me l'as appris. Est-ce une question d'argent? Nous pouvons te donner de l'argent si c'est ce dont tu as besoin pour surmonter ça. L'offre était si insultante que j'ai failli raccrocher. Je n'ai plus besoin de votre argent. J'avais besoin de votre soutien il y a 2 ans. Le temps de l'aide financière est passé. Maintenant, j'ai juste besoin que vous acceptiez que notre relation n'est pas ce que vous pensez qu'elle devrait être. Vous êtes mes parents, mais c'est de la biologie, pas une destinée.
beaucoup de gens ont des parents dont ils ne sont pas proches. Je suis juste honnête sur notre situation. Il est resté silencieux un long moment. Vas-tu au moins penser à Thanksgiving? J'y penserai, ai-je répété, sachant que je ne changerai pas d'avis. J'ai passé Thanksgiving seul dans mon studio, mangeant des plats thaïlandais à emporter et regardant des films. Jessica, qui avait également déménagé à New York pour une autre opportunité, m'a invité à sa fête de famille dans le New Jersey, mais j'ai décliné. Je n'étais pas prête à faire semblant d'être joyeuse ou à expliquer ma situation familiale à des étrangers. Mon téléphone a vibré de messages tout au long de la journée, une photo de Nathalie montrant le festin de Thanksgiving dans sa nouvelle maison, un SMS de ma mère disant que je leur manquais. Rien de mon père, ce qui semblait en quelque sorte plus honnête que les autres. J'ai envoyé un joyeux Thanksgiving générique au groupe de discussion familiale et j'ai mis la conversation en sourdine. Décembre a apporté le chaos de fin d'année au travail et mon premier vrai test dans la nouvelle entreprise. Un de nos principaux clients avait une situation fiscale nécessitant une attention immédiate, compliquée par de multiples déclarations d'état et des pénalités potentielles. Je me suis porté volontaire pour prendre la direction des opérations, passant 2 semaines à vivre pratiquement au bureau, survivant au café et à la détermination. Quand j'ai réussi à résoudre le problème, économisant aux clients plus de 200 000 € de pénalités, Patricia m'a convoqué dans son bureau. C'était un travail impressionnant, a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir. Vous êtes vive, dévouée, et vous n'abandonnez pas quand les choses se compliquent. Que diriez-vous de prendre en charge des clients de plus grande valeur? J'en serais ravi, ai-je dit, essayant de contenir mon excitation. Bien, parce que nous vous transférons à la division de la gestion de patrimoine. Une augmentation de salaire significative, un travail plus complexe, et honnêtement, vous y serez plus à votre place. Vous avez le bon instinct pour ça. La promotion est arrivée en janvier avec une augmentation de salaire qui faisait paraître mon ancien salaire comme de l'argent de poche. J'ai déménagé dans un meilleur appartement à Brooklyn, un avec de vraies pièces séparées et de l'espace pour une vraie table à manger. J'ai acheté de nouveaux meubles au lieu d'accepter des dons. J'ai encadré des œuvres d'art pour mes murs et investi dans des ustensiles de cuisine de qualité que j'étais trop fatigué pour utiliser la plupart des soirs. Ma vie prenait forme d'une manière que je n'aurais jamais imaginée pendant ces mois sombres après l'accident. New York était exactement ce dont j'avais besoin. Personne là-bas ne connaissait mon accident ou mes drames familiaux. J'étais juste une autre professionnelle ambitieuse essayant de réussir dans une ville chère et compétitive. J'aimais cet anonymat. Ma carrière a décollé d'une manière que je n'avais pas imaginé possible. En 1 an, j'ai été promu comptable senior. 2 ans plus tard, je suis devenu manager. À mon 33e anniversaire, je gagnais un salaire à 6 chiffres et j'avais été débauché par un cabinet prestigieux spécialisé dans les particuliers fortunés et les comptes d'entreprise. Je me suis acheté un appartement en copropriété à Brooklyn avec vue sur la ligne d'horizon de Manhattan. Il n'était pas immense, mais il était à moi, acheté avec l'argent que j'avais gagné par ma propre détermination. Le jour où j'ai eu les clés, je suis resté debout dans le salon vide et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais parce que j'avais accompli quelque chose que j'avais cru impossible. Ma relation avec mes parents est devenue protocolaire. Nous échangions des SMS pour les anniversaires et les fêtes. Je me rendais à Philadelphie une fois par an, généralement autour de Thanksgiving, restant exactement une nuit avant d'inventer une excuse pour partir. Ces visites étaient des affaires tendues où nous parlions de la pluie et du beau temps, tout en évitant soigneusement tout sujet réel. Nathalie et moi entretenions une relation superficielle, bien que la chaleur qui existait autrefois entre nous ait disparu. Elle n'avait aucune idée que je lui en voulais, et je ne voyais aucun intérêt à l'éclairer. Ce n'était pas de sa faute si nos parents avaient choisi leur favori. Elle publiait régulièrement sur les réseaux sociaux des informations sur sa vie parfaite, son beau mari, sa belle maison, son adorable golden retriever nommé Bellet. Pendant ce temps, je construisais discrètement mon patrimoine. J'investissais agressivement, je maximisais mes comptes de retraite, et je me suis constitué un fonds d'urgence qui pourrait me soutenir pendant 2 ans si nécessaire. Plus jamais je ne serai vulnérable comme je l'avais été après l'accident. Plus jamais je n'aurai besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. 6 ans après avoir déménagé à New York, j'ai reçu une offre d'association de mon cabinet. J'avais 34 ans, l'une des plus jeunes associées de l'histoire de l'entreprise. Cette réussite s'est accompagnée d'une augmentation de salaire substantielle, d'une participation aux bénéfices, et du genre de respect professionnel dont je n'avais autrefois que rêvé. J'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Ma mère a répondu « C'est merveilleux,
chérie. Nous sommes si fiers. Mon père a envoyé un emoji pouce levé. Nathalie m'a appelé, sincèrement excitée. C'est incroyable. Tu déchires tout. On devrait fêter ça quand tu viendras la prochaine fois. Peut-être, ai-je dit, sans m'engager. La vie a continué sa trajectoire ascendante. J'ai beaucoup voyagé pour le travail, visitant Tokyo, Londres, Dubaï et Singapour. J'ai maintenu un cercle d'amis restreint mais proche à New York. Je suis sorti avec quelques personnes, mais rien de sérieux ne s'est développé, ce qui me convenait parfaitement. J'étais satisfaite de mon indépendance. Puis, il y a 3 mois, ma mère a appelé avec une nouvelle qui a brisé leur façade de sécurité financière soigneusement entretenue. Ton père a perdu son travail, a-t-elle dit, la voix tendue par le stress. L'entreprise a réduit ses effectifs. Il cherche depuis des mois, mais personne ne veut embaucher quelqu'un de son âge. Mon père avait 61 ans, à 3 ans de sa retraite prévue. C'est dur, ai-je dit. Je suis sûr que quelque chose se présentera. C'est pire que ça. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre respirer de manière saccadée. Nous avons des dettes, des cartes de crédit principalement. La maison a besoin de grosses réparations. Le toit fuit, la chaudière est tombée en panne le mois dernier, et nous avons découvert qu'il y a des dégâts des eaux au sous-sol qui coûteront 40 000 € à réparer correctement. J'ai attendu, ne disant rien. Nous nous demandions si tu pouvais nous aider, a-t-elle continué, juste temporairement, jusqu'à ce que ton père trouve quelque chose. Peut-être 15 ou 20 000 pour nous sortir de la crise immédiate. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Vous voulez que je vous donne de l'argent? Nous prêter de l'argent, a-t-elle corrigé rapidement. Nous te rembourserons dès que nous serons de nouveau sur pied. Comme vous m'avez prêté de l'argent quand j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec une jambe fracassée? Un silence s'est étiré entre nous. Quand elle a finalement parlé, sa voix était défensive. C'était différent. Tu étais jeune. Tu pouvais te remettre financièrement. Nous approchons de l'âge de la retraite. Nous n'avons pas le temps de tout reconstruire. Je vois. Donc, quand j'avais besoin d'aide, j'étais assez jeune pour souffrir. Mais maintenant que vous avez besoin d'aide, vous êtes trop vieux pour lutter. Logique intéressante. Ne sois pas cruel, a dit ma mère sèchement. Nous sommes tes parents. La famille s'entraide. Tu as tout à fait raison. La famille devrait s'entraider. Vous m'avez appris cette leçon très clairement il y a 8 ans. Nous avons fait ce que nous pouvions, a-t-elle insisté. Nous n'étions pas aussi à l'aise financièrement à l'époque. Arrête de mentir. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Je suis au courant de l'héritage de grand-mère Ruth. Je sais que vous aviez de l'argent quand j'avais besoin d'aide. Vous avez choisi de le garder pour vous au lieu d'aider votre fille qui ne pouvait pas marcher. Elle a émis un petit son, entre un hoquet et un sanglot. Nous devions penser à long terme. Nous devions être prudents pour notre avenir. Et moi non. J'ai dû trouver comment survivre avec un corps brisé et sans économie. J'ai dû choisir entre la kinésithérapie et les courses. J'ai dû travailler malgré une douleur qui me faisait vomir parce que je ne pouvais pas me permettre de prendre des congés. Où était la loyauté familiale à ce moment-là? S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes désespérés maintenant. Ton père parle de vendre la maison. Nous devrons peut-être emménager chez tante Paula. Alors emménager chez tante Paula. Ou mieux encore, demander de l'aide à Nathalie. Peut-être qu'elle peut faire un prêt sur la valeur nette de la maison que vous lui avez achetée. Nathalie et Trevor ont aussi des difficultés. Il a été licencié l'année dernière, et ils essaient de fonder une famille. Ils ne peuvent pas nous aider. Mais moi, je le peux, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Oui. Tu as réussi. Tu as de l'argent. Tu peux sûrement donner quelque chose à tes parents. L'espoir s'est glissé dans sa voix. Alors tu vas aider? Non. Le mot a flotté dans l'air comme une lame de guillotine. Comment ça, non? Nous sommes tes parents. Et j'étais votre fille. Vous avez fait un choix il y a 8 ans sur le type de relation que nous aurions. Vous avez choisi l'argent plutôt que mon bien-être. Vous avez choisi le confort plutôt que la compassion. Vous avez choisi Nathalie plutôt que moi. C'était vos décisions, et elles ont des conséquences. Nous ne l'avons jamais choisi à ta place, a protesté ma mère,
mais sa voix manquait de conviction. Vous lui avez acheté une maison à 275 000 € alors que je payais encore des dettes médicales d'un accident qui m'a presque estropié. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'argent pour m'aider, puis vous avez dépensé des centaines de milliers pour elle. Comment appelleriez-vous cela? Elle s'est mise à pleurer. Nous essayions de l'aider à bien commencer son mariage. Nous voulions lui donner une bonne base. J'avais besoin d'une base. J'avais besoin de mes parents. Au lieu de cela, j'ai eu des messages vocaux et des leçons sur la responsabilité personnelle. Alors, j'ai construit ma propre base sans vous. Et maintenant, vous voulez vous tenir dessus. Tu es vindicative et mesquine. Je suis honnête. Vous voulez que je vous sauve de difficultés financières après que vous ayez refusé de me sauver. Vous voulez que je sois le membre de la famille que vous n'avez jamais été pour moi. Mon père a pris le téléphone. Je n'avais pas réalisé qu'il écoutait. Ta mère et moi avons fait de notre mieux avec les informations que nous avions. Nous sommes pas parfaits, mais nous sommes toujours tes parents. Tu nous dois le respect. Je ne vous dois rien, ai-je dit calmement. Vous l'avez clairement montré quand j'avais 26 ans et que j'étais terrifié. Je ne fais que vous rendre l'appareil. Si tu ne nous aides pas, nous perdrons tout, a-t-il dit, la voix brisée. C'est ça que tu veux? Regarder tes parents devenir sans abri par dépit? Je ne veux rien. Je refuse simplement de résoudre un problème qui n'est pas le mien, tout comme vous avez refusé d'aider avec le mien. Nous t'avons élevé, a dit ma mère désespérément. Nous t'avons nourri, habillé, mis à l'abri pendant 18 ans. Ça ne compte pas pour quelque chose? Ça s'appelle être un parent. On n'obtient pas de points bonus pour avoir rempli les exigences minimales de l'éducation d'un enfant. Et franchement, si vous tenez les comptes, je dirais que nous sommes quittes. Vous m'avez donné 18 ans de soins de base. Je vous ai donné 8 ans à prétendre que je ne vous en voulais pas. Nous sommes à égalité. S'il te plaît, a dit mon père. Nous t'en supplions. Ces mots auraient dû m'émouvoir. Ils auraient dû éveiller un instinct filial pour aider mes parents dans le besoin. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une froide satisfaction qu'ils comprennent enfin ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de se l'avoir refusé. Voici ce que je vais faire, ai-je dit. Je vais vous donner le même conseil que vous m'avez donné. Débrouillez-vous seul. Faites un prêt. Vendez des choses. Soyez créatifs. Vous êtes des gens pleins de ressources. Je suis sûr que vous vous en sortirez. Tu es devenu dur, a dit ma mère, la voix pleine de déception. Je suis devenue indépendante. Vous m'y avez forcé, et maintenant vous êtes mécontent du résultat. Mais ce n'est pas mon problème à résoudre. J'ai mis fin à l'appel. Les jours suivants ont apporté un barrage de messages de divers membres de la famille. Tante Paula a appelé pour me dire que j'étais déraisonnable. Oncle Denis a envoyé un long email sur le pardon et les liens familiaux. Même Nathalie m'a contacté, me demandant de reconsidérer, d'être la plus intelligente. J'ai répondu à Nathalie par une simple question, est-ce que tu leur donnes de l'argent? Elle a répondu qu'elle et Trevor vivaient d'un salaire à l'autre, qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'aider. Alors tu comprends parfaitement ma position, ai-je répondu par écrit. Mes parents ont tout essayé. Ils m'ont envoyé des photos nostalgiques de mon enfance. Ils m'ont rappelé les vacances en famille et les matins de Noël. Ils ont même demandé à la vieille sœur de ma grand-mère de m'appeler pour me culpabiliser sur la loyauté familiale. Je suis resté de marbre. 2 semaines après l'appel initial de ma mère, mon père m'a envoyé un SMS, nous vendons la maison. Nous emménagerons dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même. Je le pouvais. En fait, je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Voici ce que mes parents n'ont jamais compris, il ne s'agissait pas de l'argent. S'ils m'avaient aidé il y a 8 ans et étaient tombés plus tard dans le besoin, j'aurais déplacé des montagnes pour les soutenir. Mais ils m'avaient montré que leur amour était conditionnel, que leur soutien avait des limites, que je passais après ma sœur dans leur hiérarchie de soins. Ils m'avaient appris que la loyauté familiale était une voie à sens unique, et ils ont été choqués de découvrir que j'avais trop bien appris la leçon. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère, pas un email ou un SMS, mais une vraie lettre manuscrite envoyée à mon appartement. Dedans, elle s'excusait pour la façon dont ils avaient géré mon accident. Elle a admis qu'ils avaient eu peur et qu'ils avaient été égoïstes. Elle a avoué qu'ils avaient bien eu de l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour m'aider, mais qu'ils s'étaient convaincus que j'irais bien, que j'étais jeune et capable. La lettre faisait 3 pages,
remplie de regrets, de justifications et d'appels à la compréhension. Elle terminait en disant que même si je ne les aidais pas financièrement, elle espérait que nous pourrions réparer notre relation. Elle a dit que sa fille lui manquait. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour, je serai prête à reconstruire une relation avec mes parents. Peut-être que lorsque j'aurai 40 ou 50 ans, j'aurai suffisamment digéré ma colère pour interagir sincèrement avec eux. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, et ce ne sera pas demain. En ce moment, j'ai 34 ans, une carrière dont je suis fier, une sécurité financière que je me suis construite moi-même, et une vie qui m'appartient entièrement. Je prévois un voyage en Nouvelle-Zélande le mois prochain. Je suis mentor pour des comptables juniors dans mon cabinet. J'assiste à des vernissages et à des pièces de théâtre, et je me crée des souvenirs qui n'ont rien à voir avec une famille qui m'a laissé tomber. Mes parents voulaient mon aide, mais ils ne peuvent pas se permettre mon pardon, tout comme je ne pouvais pas me permettre leur indifférence il y a 8 ans. La différence, c'est que j'ai survécu sans eux. J'ai prospéré sans eux. Ils devront faire de même. Je ne me sens pas coupable de cette décision. Je ne reste pas éveillé la nuit à me demander si je suis trop dur. Parce que chaque fois que le doute s'insinue, je me souviens d'être allongé dans ce lit d'hôpital, effrayée et souffrante, demandant de l'aide à mes parents et m'entendant dire que j'étais seul. Ils m'ont appris l'autosuffisance. Ils m'ont appris que lorsque la vie vous brise, soit vous vous reconstruisez, soit vous ne survivez pas. Ils m'ont appris que l'amour n'est pas garanti, même de la part des personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement. Ce furent de dures leçons, mais je les ai bien apprises. Maintenant, ils apprennent leurs propres leçons sur les conséquences et la responsabilité. Ils découvrent ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un qui n'a pas besoin de vous en retour. Ils font l'expérience de la froide réalité de faire des choix qui ne peuvent être défaits. Certains pourraient me qualifier de sans-cœur pour avoir refusé d'aider mes parents dans le besoin. Ces personnes n'ont pas vu leurs parents quitter un hôpital sans offrir de véritable soutien. Ils n'ont pas passé des mois à se demander s'ils marcheraient à nouveau normalement tout en comptant leurs sous pour acheter des antidouleurs. Ils n'ont pas reçu de photos d'une maison que leurs parents ont achetée pour leur sœur alors qu'ils payaient encore des factures médicales. J'ai construit une vie sans l'aide de mes parents. Je me suis rétabli, j'ai réussi, et j'ai créé une stabilité par mes propres efforts. Leur crise n'est pas ma responsabilité, tout comme ma crise n'était pas la leur. C'est la leçon qu'ils m'ont enseignée. Et contrairement à eux, je l'ai vraiment apprise. Mon téléphone est silencieux maintenant. Les appels et messages désespérés ont cessé. J'imagine mes parents dans leur nouvel appartement, plus petit et moins confortable que la maison où ils nous ont élevés, faisant face aux conséquences de leur choix. Je les imagine se demandant où ils se sont trompés, pourquoi leur fille qui a réussi ne veut pas les sauver. La réponse est simple. Je me suis déjà sauvé moi-même une fois. Je n'ai pas l'énergie de les sauver, eux aussi. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Une certaine confiance, une fois brisée, ne peut être réparée. Certaines relations, une fois endommagées, ne valent pas l'effort d'être raccommodées. Mes parents voulaient la version de moi qui pardonnerait et oublierait, qui se précipiterait à leur secours malgré la façon dont ils m'ont traité. Mais cette version de moi est morte dans une chambre d'hôpital il y a 8 ans, quand ils se sont choisis eux-mêmes plutôt que leur fille blessée. La version de moi qui a survécu est plus dure, plus forte, et bien moins disposée à se sacrifier pour des gens qui ne feraient pas de même. Ils ne peuvent pas s'offrir mon pardon.